Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie Aérienne Non Conventionnelle Ufologie Dynamique. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à pas mal d'informations et puis aussi de faits relatés sur internet en ce qui concerne le UFO drama. Effectivement, il semble qu'il y ait énormément de tensions actuellement entre certains chercheurs aux États-Unis et certains autres médias qui mettent peut-être un peu trop en avant des informations où il n'y a pas véritablement matière documentaire, et en même temps l'affaire Trinity entre Dean Johnson et Jacques Vallée. Donc là, on va en parler. On va parler aussi de d'autres petites infos qui vont passer aussi un petit peu entre deux. À chaque fois, on va essayer de faire le lien. Et puis, bien sûr, une autre grosse info aux États-Unis, ça concerne bien sûr donc la Chambre des représentants aux États-Unis. Et vous allez voir, ça a un impact forcément sur les phénomènes aériens non conventionnels, la divulgation, et puis bien sûr un ensemble d'informations relatif justement à l'étude de ce phénomène et puis aussi à la publication de documents classifiés concernant ce phénomène. Donc voilà, on va s'arrêter tout de suite pour commencer cette grosse news. On va commencer par le débat sur le langage OVNI au Congrès, les réseaux conflits d'intérêts de Washington. Alors ça c'est un article absolument excellent de Liberation Time et on va le voir tout de suite, on va le lire ensemble. Alors c'est vraiment un article encore super bon de Liberation Time. Décidément, à chaque fois qu'il sort un article, à chaque fois ils sont très bons. Là, ça fait déjà plusieurs articles qui sont très très bons. Donc on va continuer. Voilà, donc c'est écrit par Christopher Sharp, ça date du 2 octobre 2023, donc c'est vraiment pas vieux. Donc complexité, conflit et graves problèmes de sécurité nationale, ça va nous permettre un peu de comprendre un petit peu aussi la situation, les conflits d'intérêts au niveau de la politique, au niveau aussi quelque part là où se placent les politiques dans leur carrière, etc. Donc vous allez voir que le phénomène, du moins l'étude de ce phénomène, etc. Et puis l'impact que ça a, c'est un impact politique, c'est un impact majeur aussi pour, d'un point de vue personnel, vis-à-vis de certaines personnes. Vous allez voir, c'est aux États-Unis, en fait, ça a quand même beaucoup d'importance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est justement ça a beaucoup d'importance dans divers échelons de la société aux États-Unis. Donc voilà, donc complexe conflit, grave problème de sécurité nationale, le langage sur le phénomène anormaux de identifier, qui pourrait être inclus dans la loi sur l'autorisation de la défense nationale NDA. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé, cette fameuse loi de 2024 a créé des divisions présumées parmi les collègues du pouvoir exécutif de Washington. Mais certaines de ces divisions apparentes pourraient elles, provenir de conflits d'intérêts. Alors ça, c'est la question qui se pose. Effectivement, on peut vraiment tout à fait penser qu'il y a des conflits d'intérêts. Alors il y a des conflits d'intérêts, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une certaine importance. Ça concerne par exemple le complexe militaro-industriel, puisqu'il y a quand même un lien forcément avec le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire les organismes privés, les sociétés privées et le Pentagone. Donc obligatoirement, il y a quand même des conflits d'intérêts, avec forcément des politiques qui autorisent ou qui signent par exemple, ou qui valident en commission ou sous-commission par exemple des contrats avec des sociétés. Il y a toujours il y a un aspect financier, je pense, des aspects commerciaux et puis aussi politiques. Donc tout d'abord, regardons Lloyd Austin, secrétaire américain de la Défense, comme l'ont rapporté les journalistes Michael Schemberger. Alors on reviendra avec lui à propos du conflit justement qu'il y a avec donc le représentant, le responsable admin de The Black Vault. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Donc dans la publication connue sous le nom de Public, des sources ont allégué qu'Austin tentait de saper un abonnement UAP inclus dans le projet. Alors des sources ont confirmé à Liberation Time que ces allégations susmentionnées sont effectivement exactes. Austin est un ancien membre du conseil d'administration de l'entreprise de défense Raytheon Technologies, toujours une société, ce qui pourrait avoir au moins partiellement influencé son besoin d'exprimer ses préoccupations concernant l'amendement Schumer. Effectivement, il me semble que cet amendement gêne certaines personnes. Là, ça concerne forcément les conflits d'intérêts. L'amendement Schumer accorderait au gouvernement américain un pouvoir de domination imminent sur les matériaux des produits biologiques d'origine non humaine et inconnus potentiellement détenus par les sous-traitants de la défense. Alors, c'est quand même assez étonnant. Le Pentagone, la défense, etc., et les services de renseignement
Pour l'instant, ils ne disent rien, et puis ils ont même de toute façon, pour ainsi dire, déclaré en fait qu'ils n'avaient pas d'éléments biologiques non humains et pas, bien sûr, d'engins non humains, hein, d'origine non humaine. Mais effectivement, il y en a qui bloquent, étrangement, il y en a qui bloquent en fait, qui tentent de saper l'amendement. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Alors, s'il y a un conflit d'intérêts, c'est qu'il y a des matériaux non humains ou des produits biologiques non humains, parce que ou alors c'est autre chose, ou alors c'est autre chose. Mais ils ne veulent pas, en tout cas, qu'il y ait une domination. Donc, et un œil justement hein, sur ces petits arrangements. Bon, mis à part ses anciens liens directs avec Raytheon, Austin craint qu'un tel langage, s'il est adopté dans la loi, ne mette en danger la sécurité nationale. Mais d'où vient le langage chômeur UAP? Alors ils ont appelé ça ce qui est marrant, c'est qu'ils ont appelé ça le langage chômeur UAP. Moi je trouve ça c'est pas mal. Comme l'avait précédemment rapporté Liberation Time, l'amendement présenté par le leader du Sénat, Chuck Schumer, a été rédigé en collaboration avec des responsables de la Maison Blanche. Bon, ça, on le sait. Les principaux collègues du secrétaire à la Défense, Austin, à la Maison Blanche, ne partagent pas nécessairement ses préoccupations en matière de sécurité nationale et liées au phénomène. Liberation Time comprend que des responsables de la Maison Blanche, y compris le conseiller de la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, ont décidé que l'amendement Schumer était nécessaire, au moins en partie. Voilà, parce qu'il y a une partie relevant de la sécurité nationale. Je l'avais déjà dit, vous aurez sûrement des informations, mais pas toutes les informations. Après que de graves révélations des phénomènes liés à la sécurité nationale aient été faites par l'ancien officier supérieur de renseignement David Grosh. Mais l'un des principaux catalyseurs de cette législation s'est produit en février 2023, à la suite de la destruction de 3 objets non identifiés. À la suite de fusillades, alors ça c'est des objets abattus, on en avait déjà parlé dans une récente vidéo. À la suite donc de ce problème, un haut commandement naval aurait approché Jake Sullivan, ce qui aurait amené la Maison Blanche à prendre connaissance de prétendus programmes de récupération après accident d'ingénierie inverse et des programmes UAP, ce qui est déjà rapporté par le journaliste australien Ross Coulthard. Bon, alors ça c'est clair. Alors c'est les objets abattus, je crois que c'est les objets abattus au-dessus d'Alaska. Donc on en avait déjà parlé, c'est avec le site Warzone. Donc objet abattu qui avait en fait franchi. Alors il y avait un objet en fait qui avait été, on avait déjà parlé dans une vidéo si vous vous rappelez, ou sinon allez la voir. En fait il y a un objet qui a été abattu par un F-22 Raptor, mais qui avait été identifié en amont par 2 F-35 Lightning et qui avait été sûrement filmé par 2 F-35 Lightning. Et puis c'est vrai que Ross Coulthard s'était intéressé justement à ce fait et avait réclamé justement les vidéos. Et puis on lui avait dit, non, on donne pas les vidéos. Voilà, donc comme ça c'est clair. Donc le NORAD, il a dit, le NORAD c'est niette, on donne pas les vidéos donc de ce qu'on a filmé. Très étrange. Donc les opinions divergentes entre Jake Sullivan et Lloyd Austin ne représentent qu'un aspect qui pourrait inquiéter ceux qui apprécient la transparence et l'honnêteté sur la question donc des phénomènes anormaux non identifiés. Il y a potentiellement plus à cela. Si Austin s'oppose à la transparence, cela soulève des questions sur la surveillance du bureau UAP du Pentagone, sous le nom de AARO, dirigé par son adjointe Kathleen Hicks, qui est en fait la responsable du docteur Kirkpatrick, alors que le directeur de l'AARO, le docteur Sean Kirkpatrick, recherche prétendu programme UAP. Il semble que les plus hauts niveaux du gouvernement, comme Austin et Sullivan, ont déjà été informés. Alors c'est quand même assez étonnant, vraiment là, l'article c'est une vraie bombe. À la composante relative à l'établissement de la défense s'ajoute la composante de la communauté du renseignement relative au conflit d'intérêts potentiels et au manque de transparence. Bon, c'est un manque de transparence, ça avait été soulevé. Il y avait si vous vous rappelez, après l'affaire, juste après en fait les allégations de David Grosh au Congrès, il y avait eu on parlait une semaine, 15 jours après, tous les sénateurs, au moins du groupe, et puis les membres du Congrès qui avaient dit qu'effectivement, il y avait un manque de transparence totale. Ils font leurs affaires entre eux, en fait, tout simplement. Donc, un autre aspect de l'article récent de Public concerne l'ancienne directrice adjointe principale du renseignement national, Stephanie O'Sullivan, qui, selon des sources, aurait connaissance d'un programme de récupération d'accidents et d'ingénierie inverse. Alors donc de travaux en ingénierie inverse, je vous rappelle, c'est des travaux en fait
sur un objet récupéré, et puis on tente en fait de créer une espèce d'ingénierie avec nos éléments actuels, et cette ingénierie qui semblerait en fait très évoluée. Donc on essaie en fait de mélanger les deux, et puis c'est une sorte d'ingénierie inversée en fait. Donc, il n'est pas clair si l'actuelle directrice adjointe principale du renseignement national, Stacey Dixon, possède de telles connaissances. Dixon, comme stipulé dans la précédente législation NDA, est censée jouer un rôle de surveillance de la HARO aux côtés de la secrétaire adjointe à la défense, Kathleen Hicks. Cependant, l'Office du directeur National Intelligence, l'ODNI, n'est pas encore confirmé si elle a assumé ce rôle. Si Dixon était effectivement plus au courant des programmes sur les phénomènes, cela pourrait alors présenter un conflit d'intérêts, étant donné que la DAA tente toujours de vérifier l'existence de tel programme. Alors c'est pas simple, parce que il y a même des organismes de contrôle qui ont du mal à vérifier ce qui se passe en interne et s'il y a des programmes. Il y a tellement en fait aux États-Unis, si vous voulez, il y a tellement de compartiments, il y a tellement de services et de compartiments et puis c'est des compartiments restreints, c'est des compartiments catégorisés, c'est extrêmement difficile, c'est pas simple. Il y a même des services qui tentent de vérifier l'existence de tel programme et qui n'arrivent même pas à avoir d'éléments. C'est quand même assez fou ce qui se passe aux États-Unis. C'est un vrai film en fin de compte. Et c'est marrant parce que la structure américaine, alors ça c'est une critique personnelle, la structure américaine se vante en fait, condamnait souvent les États, et ça je l'avais mis, en fait qu'on condamne les structures, les sociétés très étatiques, mais en fin de compte la société américaine, du moins le gouvernement américain et tous ses services, c'est une société hyper étatique. C'est aussi complexe, et d'ailleurs on peut faire l'analogie, c'est aussi complexe en fin de compte que le bloc soviétique qu'il combattait à l'époque, du moins qu'il combattait entre guillemets, époque de la guerre froide. Donc c'est aussi compliqué, c'est aussi complexe que leurs ex-ennemis. Alors donc on peut vraiment se poser la question véritablement sur cette structure étatique en fait que sont les gouvernements aux États-Unis. Donc c'est un autre débat forcément, mais véritablement c'est aussi complexe, aussi architectural que l'ancien bloc soviétique. Donc comme l'a apporté public l'inspecteur général de la communauté des renseignements, donc l'inspecteur général, on en a déjà parlé, Monsieur Monheim a déclaré qu'en septembre que son bureau n'a aucun audit. Vous vous rappelez, c'est la fameuse lettre un peu lunaire dont j'avais parlé, que j'ai eu du mal à décrypter, après qui avait été décryptée par Pimes aux États-Unis. Concernant la taxonomie justement de cette lettre, c'était pas simple, c'était pas évident, c'est vrai qu'il a fallu même moi que je me remette aussi en question. Donc n'a mené aucun audit, inspection, évaluation et examen des prétendus programmes. Alors je rappelle que quand même l'inspecteur général, normalement, c'est une de ses prérogatives, ce qui est quand même étrange. Ça, je l'avais déjà déclaré. Donc, sous l'autorité du responsable du DNI, cela permettrait une réponse complète. Matthew Pines, un analyste des renseignements civils, a noté que la plateforme de médias sociaux X, cela excluait le mot enquête. Ah oui, c'est ça qu'il avait soulevé. Il avait exclu et il avait vu qu'il n'y avait pas le mot enquête. Et Liberation Time est au courant de multiples interactions entre les lanceurs d'alerte et le phénomène et le bureau de Monheim concernant spécifiquement les allégations de David Grosh concernant le programme UAP. Alors donc d'après Pimes, en fait, simplement il y a une enquête. Parce qu'en fait, ils n'ont pas dit dans la taxonomie, dans la description, qu'il n'y avait pas d'enquête. Ils ont juste dit qu'il n'y avait pas d'audit, d'inspection, d'évaluation ou d'examen prétendu de programme UAP. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enquête. Mais on n'a pas non plus les faits. Parce qu'on va revenir après sur une autre information. Donc, je suis été très surpris par la réponse la plus récente de l'inspecteur général de la communauté du renseignement. Je connais personnellement plusieurs personnes qui ont longuement parlé à l'inspecteur général à titre officiel. Ceci étant, l'inspecteur général ne met pas l'enquête officielle sur ces questions. Alors, pourquoi gaspiller l'argent du contribuable et le temps des gens pour un effort qui n'existe pas ? Effectivement, c'est quand même bizarre. Parce que normalement, il doit y avoir une enquête. L'inspecteur général est payé pour faire des enquêtes, pour faire des audits. Le contribuable paye donc les services pour faire des enquêtes, des audits, des contrôles, des inspections. Et en fin de compte, il n'y a aucun effort. Donc, il n'y a rien qui est fait. Donc, quelque chose ne semble pas normal dans ce scénario. En effet, c'est quand même bizarre. Donc, on ne sait pas pourquoi l'inspecteur général est si prudent dans la confirmation de ses enquêtes actives sur les programmes.
Cependant, Liberation Time est conscient que l'ODNI ni l'inspecteur général ne peuvent confirmer l'émergence de lanceurs d'alerte dont David Grosh ou faire référence à leur cas en raison des protections qui sont tenues de respecter en matière de lanceurs d'alerte. Oui, ça, il y a une protection, on l'avait vu. Monen souhaite peut-être tourner son attention vers Stéphanie O'Sullivan qui, selon le public, a nié avoir connaissance d'un programme UAP au vice-président de la commission sénatoriale du renseignement Marco Rubio, siège désormais au conseil d'administration d'Aerospace Corporation. Des sources ont souligné à Liberation Time que les rôles antérieurs d'O'Sullivan au sein de la CIA étaient essentiels pour expliquer son refus apparent du programme UAP au sénateur Rubio, comme le rapporte public. Effectivement, elle avait un rôle antérieur à la CIA. Et comme vous vous rappelez, on a parlé des agissements de la CIA, on a vraiment essayé de voir un peu ce que fait la CIA dans cette histoire. Elle est toujours un peu derrière, elle a essayé de tenter de faire une tentative pour déstabiliser David Grosh. Je pense qu'ils sont derrière, du moins indirectement ou indirectement. Ils sont derrière pour le déstabiliser. David Grosh, c'est à propos de ses problèmes personnels avec l'alcool, etc. Enfin bref. Les sales méthodes, les fameuses sales méthodes de la CIA, ça c'est bien connu, hein. L'histoire de la CIA, de toute façon, c'est vraiment assez terrible. Donc, on voit en fait qu'elle était associée à l'agence CIA pourrait jouer un rôle clé dans tous les programmes de récupération. La CIA serait dedans. Et pourtant, c'est pas obligatoirement ses prérogatives à la CIA, quand même. C'est assez étonnant. C'est plutôt le Pentagone, en fait, tout simplement. Et pourrait chercher à exploiter la technologie UAP pour son propre usage. Bien qu'il s'agisse de spéculation, cela explique potentiellement, si les informations s'avèrent vraies, pourquoi les anciens rôles d'O'Sullivan l'ont amené à nier toute connaissance. Donc, elle serait complètement, en fait, trempée là-dedans. Pourquoi ? Parce que l'Aerospace Corporation semble collaborer avec la Haro. Alors, oui, c'est assez étonnant. Alors, vous vous rappelez, j'en avais parlé dans une de mes dernières news, la Haro recrute. Et si vous avez regardé, donc nous recrutons des cadres initiaux pour soutenir le nouveau bureau de résolution, anomalie sous domaine, donc la Haro, etc. Étonnant, si cette affirmation est exacte, O'Sullivan se trouvait dans une situation difficile. Bah ouais, ça doit pas être évident pour elle. Car la DAA recherche activement les informations sur les programmes dont elle est peut-être déjà au courant. Donc, ça va pas être simple. Mais peut-être que la Aerospace Corporation possède plus de connaissances sur les programmes UAP potentiels qu'on pourra l'imaginer. Par exemple, elle emploie le docteur Eric Davis. En 2020, Davis a déclaré au New York Times qu'il avait donné un briefing classifié, une agence du ministère de la Défense, sur la récupération de véhicules hors du monde non fabriqués sur cette terre. Il l'a bien déclaré. Il l'a déclaré en 2020. Et il ne l'a pas déclaré à Crêpe Magazine, il l'a déclaré au New York Times. Véhicule hors du monde, non fabriqué sur Terre. Par conséquent, sa connaissance des programmes présumés est peut-être pas nouvelle pour l'entreprise. Bah non. En ce qui concerne 2020, déjà, il avait déclaré ça en 2020, donc c'est possible que des engins aient été récupérés il y a très longtemps. Voilà, donc par conséquent, la connaissance de programme présumé est peut-être pas nouvelle pour l'entreprise, sachant que il y a eu la destruction d'éléments pour l'instant caractérisés comme non conventionnels en début 2023. Donc là, on se demande, en février, l'année dernière aussi. Donc et là, c'est une déclaration de 2020. Donc ils ont récupéré encore d'autres choses. Alors attention, je vais faire attention avec ça parce que moi et les crash d'OVNI, on n'est pas copains. Vous connaissez mon positionnement là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crash, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas crashés par destruction de l'objet. Rappelez-vous de l'affaire donc de l'Alaska, la récente affaire donc du 22 qui détruit un objet qui dépasse les frontières de l'Alaska, etc. Il a été détruit par un missile. On peut très bien penser que effectivement que des avions de combat, des objets ont été localisés par radar primaire et qu'on ait envoyé, comme le NORAD a fait, des avions de chasse et les détruire. Et puis récupérer ensuite forcément les éléments. Alors ça veut dire forcément que
Les ovnis, ça peut se détruire avec des missiles. Donc après, voilà. Après, on sait pas de quoi est constitué un phénomène aérien non conventionnel. Enfin, voilà, c'est peut-être très fragile en fin de compte. Donc là, ça nous fait partir dans plein de spéculations. C'est ça le problème, quoi. Et j'ai du mal à croire que les objets se crachent. Par contre, je pense que peut-être il y a eu destruction, peut-être de ces objets. Par des avions de combat, c'est tout à fait possible, comme ça s'est passé. Donc avec cette fameuse affaire d'Alaska. Des sources ont déclaré à Liberation Time que la présence sur le site internet d'Aerospace Corporation d'un accord historique de 1971 entre les États-Unis et l'Union soviétique visant à empêcher une guerre nucléaire significative. Alors ça, c'est très intéressant. Alors ça concerne les UAP. Alors plusieurs chercheurs avaient justement travaillé sur cette question. En fait, c'est une espèce d'accord qui concerne en fait le phénomène ovni, c'est-à-dire que c'est pour bien faire en sorte qu'un phénomène ovni ne puisse pas être confondu avec un missile balistique. Donc, parce que un pays qui pense un ovni qui arrive, qui dépasse une frontière et qui arrive à haute vitesse dans un autre pays pourrait être pris pour un missile balistique. Et ces accords sont en fait des accords de sécurité. Donc c'est-à-dire que la Russie est au courant, la Chine est au courant, et d'ailleurs c'est pour ça que vous ne les entendez pas parler sur la question, c'est parce qu'ils sont au courant. Et donc c'est pour éviter tout simplement des risques qu'un pays prenne un objet, voilà. Imaginons un cigare volant comme il existe dans les phénomènes aériens non conventionnels ou un genre tic-tac qui traverse à 3000 km/h ou 2000 km/h une zone, ça peut être pris pour un missile balistique. Et là, c'est guerre totale, quoi. Donc, effectivement, il y a des accords. Et l'accord, il existe. L'accord, il existe. Il est là, d'ailleurs, article 3. Donc on pense qu'il s'agit d'une référence aux ovnis à la suite de l'incident au cours duquel des objets inconnus ont été confondus avec des missiles balistiques intercontinentaux, déclenchant presque un scénario apocalyptique. Ben oui, tout à fait. Donc avec ces conflits d'intérêts présents à Washington, couplés à ces relations, et là c'est pas complotiste, parce que c'est documenté. D'accord, c'est documenté. Donc les membres anciens actuels du pouvoir exécutif pourraient se retrouver sur une ligne fine et conscients des implications juridiques potentielles. Ça c'est clair. En outre, la direction des sciences et technologies de la CIA est un élément à prendre en considération et pourrait faire l'objet d'un examen minutieux dans les couloirs du Congrès en raison de son implication potentielle dans toutes les dissimulations de l'EIP. Bah oui, de toute façon, on sait très bien qu'ils ont dissimulé... Alors déjà, on sait qu'ils ont dissimulé des tests. On avait parlé du fameux rapport 1974 qui avait été déclassifié après donc en 2016 je crois, et puis ce fameux rapport qui expliquait en fait tout simplement que il y avait des tests d'avions U2 etc, mais il n'y avait pas que des tests d'avions U2, il y a eu des tests de missiles aussi etc, des tests de missiles carrément au-dessus des pays, en particulier les pays du Nord. Et alors, on peut aussi penser à des tests de missiles russes, ça concerne les Ghost Rockets, mais en tout cas, le document déclassifié de la CIA montre que le phénomène OVNI a été utilisé pour cacher des tests, pour des tests d'engins, voilà, tout simplement, comme ça s'est fait, comme on a fait pour le F-117 à une certaine période, où on l'a fait passer pour un OVNI. Donc, la situation actuelle reflète un conflit, point de vue contradictoire sur le langage, bah oui, et peut-être des conflits d'intérêts. Qu'est-ce qui préoccupe vraiment Lloyd Austin, la sécurité nationale ou les intérêts de Raytheon Technologies? Bon, c'est les intérêts de société. Et de quel intérêt Stephanie O'Sullivan agit-elle au nom de ceux du public américain, du contrôle démocratique ou de la CIA, de la Aerospace Corporation? Ça me fait rire quand je dis ça, mais contrôle démocratique, la CIA s'embarrasse pas de la démocratie. Je sais pas, les affaires du Shah d'Iran, l'Iran-Gate, etc. Ils s'embarrassent pas de la démocratie. C'est pas leur but, la démocratie à la CIA, c'est d'agir selon des directives précises et d'appliquer leur plan, leur stratégie de A à Z. Après, la démocratie, l'aspect humain, ils s'en foutent complètement. Enfin, je veux dire, voilà, enseignez-vous sur cet organisme, je vous l'ai déjà dit, et puis vous allez voir, c'est hallucinant. Donc, il y a maintenant des allégations qui circulent à propos des hauts fonctionnaires, actuels et anciens, concernant des programmes sur les phénomènes anormaux non identifiés. Si cela est vrai, ces responsables pourraient être impliqués dans une dissimulation monumentale et dans les proportions importantes. Bah oui, c'est énorme. Alors là,
le pire, c'est qu'en fait, la théorie du complot, donc popularisée par X-Files, la série X-Files se retrouve en fait en vrai, pratiquement en vrai. Euh, alors, il faut faire attention avec ça, parce qu'on va voir après d'autres informations. C'est pour ça que je me méfie parce qu'on peut très bien faire des spéculations et des allégations, mais si on nous apporte pas la documentation nécessaire, ça va être compliqué, parce que là, on va voir tout à l'heure. Donc, on pourra affirmer que le seul espoir est que l'amendement Schumer soit adopté, c'est vrai, même si ça pose un problème, cet amendement, hein. Parce que c'est une domination totale du président qui peut valider ou pas un rapport et qui peut valider ou pas certains aspects de la sécurité nationale relevant des phénomènes anormaux non identifiés. Donc il faut faire attention avec ça parce que le président, s'il a plein pouvoir, il peut très bien vous dire bah non, j'interdis tout. Et là, il aura les pleins pouvoirs et vous ne saurez rien du tout, il n'y a rien qui sera déclassifié. Donc c'est ce que j'avais expliqué sur X, c'est le talon d'Achille de l'amendement Schumer. L'amendement Schumer donne des pleins pouvoirs au président pour se positionner. Donc, positionner donc la Maison Blanche comme le moteur de transparence grâce à un processus de divulgation officielle plutôt que comme le gardien des secrets. Alors, il voudrait transformer la Maison Blanche en moteur de transparence. Alors, franchement, j'ai du mal à y croire. Comment agissent les États-Unis depuis que cet État, ce pays s'est construit? J'ai franchement du mal à y croire. Un moteur de transparence. Alors, il vaudrait mieux qu'à un moment que ça sorte, parce que si des lanceurs d'alerte se multiplient, alors pour l'instant, on a eu que 3, hein, dont le principal David Grush, mais on a eu que 3. Parce que là, on nous parle de plein de lanceurs d'alerte, on va revenir tout à l'heure, pour l'instant, on voit rien. Voilà, donc pour cette info donc excellente, encore cet excellent article de Liberation Time, vraiment très bon. Comme d'habitude. Voilà, et alors, on va passer par un autre article, alors aussi intéressant. Alors, je remercie bien sûr Ben Henry, Julie Dupont, je remercie bien sûr la fine équipe sur les infos, parce que, en fait, tout simplement, je ne peux pas voir toutes les infos, je n'ai pas le temps, et c'est eux sur le Discord qui renvoient les infos donc sur le Discord, et moi ça me permet en fait d'alimenter mes news, donc je leur remercie bien sûr. Alors bien sûr tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci, c'est pas une exception, mais je remercie en fait donc la fine équipe, donc voilà, Galabru, Ben Henry, Julie Dupont, et puis bien sûr Anthony, notre cher Anthony 77, voilà, donc voilà. On va passer bien sûr par Scientific American, donc très sérieux. Donc parlons de sociologie. Alors là, je suis étonné. C'est une déclaration de Bill Nelson, président de la NASA. Et c'est un article qui nous date du 2 octobre 2023. Il est temps d'entendre des spécialistes des sciences sociales pour parler des ovnis. Bah, en France, je le dis, et en France, nous l'avons déjà fait. Je l'ai déjà déclaré, je le disais sur le Discord, mais je le disais sur Twitter. En France, nous avons déjà déclaré que les sciences humaines, c'est notre truc concernant le phénomène, les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou phénomènes aériens non conventionnels. Donc, que les ovnis existent ou non, nous devons prêter attention à la manière dont ils influent notre politique et notre culture. Alors, dans la France des années 80, c'était considéré comme il n'existait pas. Et ça n'a pas influencé ou pas notre politique ou notre culture. Ce qui a influencé nos politiques et nos cultures, c'est la science-fiction. C'est pas les ovnis, en fin de compte. C'est pas le phénomène ovni. Même si le phénomène ovni a influencé la culture du complot, en particulier la culture du complot aux États-Unis, et ça c'est clair, à travers par exemple la série X-Files, ça n'a pas obligatoirement eu une influence notable quand même. Alors par contre, l'article est intéressant. On va le voir tout de suite parce que c'est autre chose. Il est quand même sur un autre point.
Mais il faut savoir que quand même la France est quand même nettement en avance sur cette question par rapport à nos philosophes des sciences, nos anthropologues et puis nos sociologues. Donc effectivement, ils ont un retard, je l'ai noté sur X, les États-Unis ont un retard considérable. Donc les ovnis, récemment rebaptisés phénomènes anormaux non identifiés, attirent l'attention du public, d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies. Oui, bon. D'anciens responsables gouvernementaux, d'éminents hommes politiques, des agences de renseignement, de grands médias de scientifiques civils se penchent tous sur la perspective de visiteurs extraterrestres. Ce qui fait qu'il ne semble plus aussi farfelu. Bah oui, on est en train de discriminer ce qui a folklorisé l'ufologie, folkloriser le phénomène lui-même, ou le témoignage lui-même. On est en train de le discriminer. Hein. On est en train de bien catégoriser, en fait, de mettre une catégorie, de mettre la catégorie Lunatic Fringe de côté. On ne mélange plus, si vous voulez, la croyance et l'objet scientifique. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'objet scientifique, c'était uniquement de la croyance. Et même si certains se penchaient sur la question du point de vue scientifique, de toute façon, ils n'étaient pas pris au sérieux. Puisque de toute façon, ils n'étaient pas écoutés, quoi. Tout simplement que c'était encore vu sous la croyance et sous le folklore. Et là, on essaie justement d'enlever ça. Hein. Ce qui d'ailleurs, je le dis et je le répète, va renvoyer tous ceux qui sont dans la croyance concernant ce phénomène. Donc la croyance, je parle bien du folklore, hein. Je parle bien du folklore, je parle bien du sensationnel, tous ceux là qui sont adorateurs de momies, de contacts extraterrestres ou je ne sais quoi, vont être mis de côté complètement. Ils vont être complètement écartés de la société, ce qui est dommage hein, d'ailleurs, parce que il faut pas obligatoirement rejeter les gens et les rejeter vers leur propre intérêt préalable. Faut justement leur faire comprendre que le phénomène doit être un objet scientifique et puis un objet de folklore avec des momies au Mexique ou avec des contacts extraterrestres qui seraient déjà là. Donc c'est justement c'est ça. Et le but c'est de le rentrer dans la société. Donc c'est effectivement le travail que moi j'ai toujours fait. Et là je suis entièrement favorable à ce que dit Bill Nelson de la NASA. Je pense que et d'ailleurs là c'est un article intelligent. Alors, même la NASA autrefois, peu encline à prendre le sujet au sérieux, a convoqué une équipe d'études indépendantes, bon, qu'on avait vu pour créer une feuille de route. Le rapport final de l'équipe qui comprend une feuille de route, donc note qu'il n'y a aucune preuve pointant vers des extraterrestres. Alors ça, je note encore cette contradiction, et ça je l'avais déjà soulevé. Comment savoir si c'est extraterrestre ou pas si déjà on ne sait pas au préalable dans le postulat ce que c'est un phénomène aérien non conventionnel. Parce que le postulat de la NASA, c'est on ne sait pas ce que c'est, selon Bill Nelson. Mais c'est pas extraterrestre. Et comment vous pouvez savoir si ça l'est ou ça ne l'est pas? Ça voudrait dire, comme je l'ai déjà dit, qu'ils sachent ce qu'est un extraterrestre et ils savent ce que c'est un phénomène aérien non conventionnel. C'est une question que moi qui me taraude, c'est vraiment énigmatique. En fait. Cependant, les questions posées aux responsables de la NASA lors de leur récente conférence de presse ont montré que les extraterrestres et les dissimulations restent fermement présents à l'esprit de nombreux observateurs. Bah, ça paraît logique. Si la NASA vous dit, bah écoutez, on ne sait pas ce que c'est un phénomène aérien non conventionnel, on ne sait pas ce que c'est un phénomène anormal non identifié, mais on va chercher. Mais c'est pas extraterrestre. Donc comment vous pouvez le savoir? Alors donc, ils vont se contredire eux-mêmes le jour qu'ils ont la vérité. Ou alors ils vont se remettre en question en disant oui, ben non, en fin de compte, oui, vous aviez raison, c'était extraterrestre. Alors ça, c'est dans l'hypothèse extraterrestre. Hein, Après, il y a plein de spéculations, d'hypothèses, de phénomènes qui viennent, qui sera en fait notre propre nous-mêmes, un phénomène qui viendrait en fait d'une autre dimension, donc une autre dimension de la réalité. Il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, ou un phénomène, une espèce d'altérité physique qui est là depuis des X temps et puis qui tente à manipuler l'humain. Enfin, il y a plein d'hypothèses en fait. On pourrait aller vraiment très loin dans les hypothèses, même les plus improbables, mais c'est comme ça.
Voilà, donc entre-temps, tout le monde n'a pas accueilli favorablement la nouvelle mesure de légitimité des ovnis. Bah si, ça c'est clair. Il y a une partie des scientifiques qui se refusent encore à étudier la chose. Et les critiques ont remis en question la foi de la science et l'argent derrière ces 13 urgences. Bah oui, vous allez mettre de l'argent dans les ovnis. Scandale. Mais malgré toutes les querelles, les partisans et les opposants d'une enquête sérieuse partagent quelque chose en commun. Ils se concentrent tous sur la question de savoir si le phénomène existe dans la nature, qu'il soit soudain ou surnaturel. C'est marrant ça, tiens. Nous ne savons pas de manière concluante si les pans existent physiquement au-delà du banal. Ah bon, pourquoi au-delà du banal? Mais nous savons ceci, les ovnis sont des faits sociaux. Non, c'est plus un fait social, c'est un événement social. C'est un événement sociologique, c'est plus un fait social. Un fait social, c'était dans les années 80. Là où je suis en désaccord. C'était l'époque des sociopsychologues français. Michel Monnery, Barthélemy Brucker et compagnie. Même au départ, les premiers écrits de Bertrand Meilleux, qui a changé après. Mais effectivement, au départ, effectivement, c'était la France, une partie des cercles intellectuels français, c'était mettre ça sur le fait sociologique. Et il y en a qui continuent à penser que c'est un fait sociologique. Mais effectivement, une partie de l'ufologie est un fait sociologique. Mais une autre partie, non. 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 Sinon, je ne m'intéresserais plus. Donc le débat à leur sujet transforme notre politique et notre culture avec des effets qui ont largement négligé. Ouais, plus ou moins, mais les spécialistes en sciences sociales devraient dès maintenant se prononcer sur l'UAP. Bah, nous, on l'a déjà fait. C'est une tâche pour laquelle ils sont bien équipés. C'est vrai. Non seulement ils offrent les techniques efficaces pour évaluer les changements sociaux, mais depuis des décennies, les spécialistes des sciences sociales mènent des recherches sur des sujets aussi pertinents que les systèmes humains, technologies, les facteurs comportement dans les voyages spatiaux habités, les attitudes du public à l'égard des ovnis, l'aspect psychophysique et cognitif de ces phénomènes. Observation. Ça, c'est très intéressant. Pour commencer, il y a 3 questions urgentes autour de l'UAP qui méritent une étude et un débat sérieux. L'intelligence, la confiance et l'éthique de la recherche. Le sujet du renseignement apparaît dans de multiples contextes et discussions. Par exemple, en ce qui concerne les connaissances militaires classifiées. Une grande partie du débat et de la législation actuelle autour de la fiabilité des informations UAP, de la manière dont elles sont traitées par des agences gouvernementales. Compte tenu des besoins de sécurité nationale, ce qui semble faire partie d'une dissimulation des ovnis peut également s'expliquer par les échecs organisationnels banals au sein du ministère de la Défense. Bon, ça c'est clair. Des administrations hésitantes à s'intéresser à ces échecs, un penchant institutionnel pour le secret, bon ça c'est clair, ça on l'a vu aux États-Unis, l'obsession du secret, c'est la paranoïa ambiante, qui a d'ailleurs favorisé la paranoïa dans le domaine du complotisme. Enfin, tout simplement vieux ignorance, quoi qu'il en soit, les objets volants non identifiés représentent un défi pour l'autorité gouvernementale et militaire. Un défi pour la science, en fin de compte. En effet, l'État est censé avoir des réponses à toutes les menaces possibles. Les phénomènes portent atteinte à cette garantie, puisqu'elles sont par définition inconnues. Oui, on ne sait pas ce qui traverse en fait un espace aérien, on ne sait pas ce qu'on voit dans le ciel. Quand un pilote civil ou militaire voit cette chose-là s'arrêter et puis repartir à 2000 km/h, bon, ça reste une menace. Ça reste une menace parce qu'il n'a pas l'identification, si vous voulez, il n'a pas l'identification du phénomène. Donc, un militaire qui n'a pas l'identification du phénomène, pour un militaire, c'est une menace. De plus, ce sujet des ovnis évoque souvent l'existence d'une intelligence distincte et mystérieuse. Bon, ça c'est clair d'une manière ou d'une autre. Être à l'origine des observations. Cela conduit des philosophes, des anthropologues et des psychologues à spéculer sur les esprits extraterrestres. Oui, quelle est l'idée quelle est la pensée d'un extraterrestre? Donc il nous faut des psychologues, il nous faut des anthropologues, il nous faut des philosophes des sciences, des philosophes, il nous faut tout ça, quoi. Il y a beaucoup à apprendre de cela, nous avons besoin d'érudits, donc pour comprendre comment parler et être doté d'un esprit non humain. Ah oui, en fait il faut se transposer. Alors, on avait vu dans un article, je crois que c'était sur The Debrief, c'est un article d'une doctorante en sciences régionales. Si vous vous rappelez, c'est dans une de mes UAP News, pas très vieille, que j'avais lu et que cet article était absolument monumental. Et là, c'était intéressant parce que c'est une prospective sur ce que pense l'UAP. Et donc, sur le regard de l'intentionnalité, c'est d'ailleurs une de mes passions.
ce qui concerne l'ufologie, c'est l'intentionnalité du phénomène et pas de quoi il est constitué en fait. Moi, je me moque de ce qu'il est constitué, même si bien sûr ça paraît étrange, mais c'est pas ça le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intentionnalité. Quelles sont les intentions pour faire une chose comme ça, pour apparaître comme ça, pour disparaître comme ça, à telle personne ou à tel groupe de personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté passionnant, c'est l'intentionnalité d'un fait qu'on ne connaît pas vraiment encore. Un peu comme l'intentionnalité d'un animal dont on aurait juste entendu parler. Bah, c'est exactement pareil en fin de compte. Mais nous devrions également examiner notre hypothèse lorsque nous réfléchissons effectivement des recherches sur une telle intelligence. On y parle bien d'intelligence. Hein. Les projets de recherche d'intelligence extraterrestre, par exemple, fonctionnent souvent avec des notions culturellement limitées, d'évolution civilisationnelle enracinée dans les idéaux du XXIe siècle, de programmes technologiques et morales persistants. En conséquence, ces astronomes ont tendance, sans le savoir, à s'appuyer sur un langage emprunté à l'époque de la conquête coloniale. Ah, c'est vrai, hein. Tout en s'appropriant des terres autrefois appartenant aux populations autochtones. Bah oui, les Indiens, par exemple, bienvenue les États-Unis, hein, les Amérindiens. Les chercheurs ont mis en garde contre la facilité avec laquelle la raison sombre dans l'anthropocentrisme et les préjugés lorsqu'elle traite du non-humain. Bah, l'anthropocentrisme concernant la figure de l'extraterrestre est dû à la pop culture. On a déjà la réponse. C'est la pop culture qui a popularisé dans les premiers ouvrages de science-fiction la figure de l'extraterrestre. Il y avait d'ailleurs pour revenir à ça, il y avait une excellente à l'époque que j'avais assisté à la conférence de Thibaut Canuti, la figure de l'extraterrestre au cinéma. Et en fait, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a cette forme d'anthropocentrisme dans la signature du phénomène aérien non conventionnel, parce qu'il y en a qui en sont toujours à la soucoupe avec le pilote à bord. Hein. Alors ils vont me parler du cas d'Ariel, ils vont me dire ouais mais non mais il y a bien une soucoupe avec des pilotes à bord, avec des escaliers, bon ok, mais c'est peut-être pas ça. Tout simplement, après c'est peut-être plus complexe qu'un engin avec des pilotes à bord, qui en fait se retrouvent plus dans les bandes dessinées des années 40, 50 et même des années 30, où on trouve quand même des extraterrestres qui enlèvent des humains, on trouve pas mal de choses, etc. On trouve même ça dans le folklore, comme l'a relaté Jacques Vallée dans Passeport to Bagonia, d'enlèvement de personnes, etc. Donc, effectivement, c'est très anthropocentrique la vision qu'on a des ovnis, alors que franchement, un tic-tac ou un triangle qui se transforme en cloche, ça n'a rien d'anthropocentrique. Hein. On n'arrive pas à définir ce que c'est. On n'arrive pas à mettre une soucoupe avec un petit homme vert dedans. C'est le problème justement de l'OVNI lui-même. Donc le débat sur l'UAP est également beaucoup en commun avec les conversations sur les menaces d'intelligence artificielle. Les deux impliquent des scénarios dans lesquels les humains peuvent interagir avec un intellect supérieur. Outre la peur d'être dominé par une puissance inconnue, normal, la perspective d'une rencontre avec des extraterrestres suscite des inquiétudes quant aux conséquences incontrôlables et aux crises de nos ordres sociaux et politiques. Alors, je suis assez partagé en fait avec ça. Alors, en matière de religion, oui, ça peut poser un problème. On l'a vu là récemment, et d'ailleurs on avait encore un autre article à lire, mais il y a trop de choses à dire aujourd'hui. Et je reviendrai sur cet article prochainement. Encore un nouvel article sur la position de l'Église vis-à-vis des phénomènes aériens non conventionnels et la position des religions. Et c'est vrai que, encore une fois, je trouve que ça posera sûrement des crises en matière de religiosité, mais crise sociale, politique, non. Je pense pas. Je ne crois pas à ce qu'on appelle, comme l'avait décrit l'écrivain Christelle Seval, je crois, contact impact. Et en fait, il avait dit que le contact va créer un impact et pourrait être en fait un impact ethnocidaire, c'est-à-dire destruction totale des ethnies. Elle s'autodétruirait par la présence de quelque chose qui vient d'outre-espace ou d'une intelligence venant d'ailleurs. Enfin bref, moi j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas trop parce que je pense que maintenant les gens sont préparés. Bien sûr que ça fera un changement radical dans le domaine de la science, dans le domaine chez les scientifiques. Mais au-delà de ça, les personnes vont continuer à travailler, à payer leur loyer.
à aller chatter sur Internet ou à continuer à faire des vidéos YouTube. Là. Je pense pas. Je pense pas que ça a un impact tant que ça ce qu'on s'imagine. Alors chez certaines personnes, oui, chez certaines sociétés peut-être. En réalité, les méthodes basées sur l'IA ne permettront pas d'explorer le scénario en détail dans un avenir proche. Les grands modèles linguistiques promettent de contribuer à générer des positions intellectuelles et une communication possible à distinguer les idées humaines. L'IA pourrait aider à simuler de manière dont les sociétés et les communautés pourraient réagir à des évolutions menaçantes telles que le premier contact. Et les méthodes informatiques offrent déjà aux spécialistes des sciences sociales des moyens d'explorer de grandes données qualitatives, basées sur des modèles de langage. Par exemple, les données de médias sociaux. Bah oui, logique. Donc, vérification des médias sociaux. Quelle est leur réaction par rapport à ça? Les interactions gouvernementales liées au phénomène peuvent révéler des sentiments, des modèles connexes qui auraient pu nous échapper. Bah oui. Une telle rigueur est particulièrement nécessaire parce que l'histoire des ovnis est définie par différence sur la fiabilité des témoignages et des données médico-légales limitées sur les objets. Oui, on a très peu de données, mais on a quand même des données radar. Mais bon, c'est vrai que c'est par rapport à l'ensemble sur les 80 ans à peu près, médiatique, hein, je parle du phénomène, on n'a pas grand-chose, en fin de compte. On a beaucoup de témoignages, et le témoignage est fragile. Mais factuellement, du moins en termes de matière, on a peu de choses. On a des cas enquêtés en France avec de la documentation scientifique. Donc voilà, c'est celle du GEPAN. On a des cas radars américains. Bon, on n'a pas grand-chose en fait. Hein. On n'a pas grand-chose. Bon, on a quelques cas en Amérique latine, etc. Mais on n'a pas de... Là, actuellement, on n'a pas la matière nécessaire encore. Donc, depuis les premiers rapports d'observation d'OVNI en 1947, les gens continuent à débattre de la qualité des données. Ça, c'est vrai. Un fait qui a été souligné par les rapports le plus récent du Bureau de renseignement national. Donc, il y a eu le projet Blue Book, etc. Si autrefois, les autorités spirituelles jugeaient de la crédibilité des témoins rapportant des événements anormaux, aujourd'hui, les sciences assument de plus en plus ce rôle qui est contesté lorsqu'il s'agit de vérité et de confiance. La communication publique contemporaine, notamment aux États-Unis, se caractérise par une méfiance croissante à l'égard des experts établis. Les chercheurs observent une crise de confiance dans les institutions scientifiques politiques traditionnelles. Mais oui, il y a une crise de confiance. Mais il y a une crise de confiance, pourquoi? C'est parce que le scientifique, on l'a dit dans une de mes vidéos, concernant, c'est justement si vous regardez une des vidéos concernant l'attitude du scientifique, folklore dans la section folklore sceptique rationaliste, s'il y a eu ça, c'est bien à cause du rôle du scientifique qui a renvoyé tout vers les domaines de croyance. Donc il y a eu cette défiance vis-à-vis des scientifiques et défiance vis-à-vis des autorités. Logique. Donc oui, remettre en question l'autorité est certes un élément essentiel d'une société pluraliste, mais il est démontré que la propagation de fausses nouvelles et de théories de complot non vérifiées a des effets corrosifs sur la démocratie. Oui, mais qui a nourri ces théories complotistes? Les États-Unis, avec tous les organismes de renseignement, avec la non-dissimulation. Qu'est-ce qui favorise encore les théories du complot là actuellement aujourd'hui aux États-Unis? C'est le fait qu'ils ne divulguent pas des éléments non conventionnels, enfin rapportant des éléments non conventionnels concernant le phénomène OVNI. Qu'est-ce qui nourrit ça? C'est la rétention, c'est la divulgation qui nourrit ça. C'est pas les gens qui ont inventé une théorie du complot. Hein. Personne n'est né avec la théorie du complot dans sa tête. C'est la manière dont vous vivez en société et la manière et votre rapport à la société et votre rapport à la gouvernance. Si la gouvernance vous ne dit pas toute la vérité ou tente à ne pas vous donner les documents dont vous avez besoin, vous allez organiser une méfiance, une défiance, et ça va en fait, si vous voulez, partir en théorie du complot. Ensuite de ça, c'est popularisé par la pop culture. On a vu avec X-Files qui a véritablement popularisé la théorie du complot, mais en vrai, en fait, ça s'est complètement mélangé à la réalité. Effectivement. Mais les organismes, on l'a vu avec le projet Blue Book, on l'a vu aux États-Unis avec le projet Sign, le panel Robertson qui était quand même carrément une organisation en vue complètement de décrédibiliser l'OVNI, le phénomène OVNI et les témoignages.
C'est ça qui nourrit la théorie du complot. C'est pas les gens qui ont inventé la théorie du complot. Bon, forcément, maintenant, il y a Internet, tout le monde peut inventer des théories du complot. Il y a des sites de partout. Il y a des gens qui sont obsédés par le complot, hein. En ufologie, en France, vous allez sur Internet, il y en a plein, hein. Les gens, ils pensent vraiment qu'il y a des complots, même entre les extraterrestres je le disais encore, hein, des gens qui croient vraiment qu'il y a des extraterrestres qui sont en accord avec les gouvernements. Bon, là, vous pouvez rien dire à ça, mais qu'est-ce qui renvoie, qu'est-ce qui a créé tout ça? C'est bien l'attitude du scientifique et des gouvernants. Donc la circulation de la désinformation conduit donc aux gens à s'appuyer uniquement sur des sources confirmant leurs croyances existantes. Ouais, mais qui a créé cette croyance, encore une fois? Dans l'environnement actuel d'incertitude, de polarisation et de suspicion, les preuves tangibles sont souvent remplacées par des actes symboliques pour attester de la crédibilité des affirmations. Cela est apparu clairement lors de l'audience du Congrès du 26 juillet. David Grosch, où les élus ont suggéré une énorme dissimulation. Et alors? Oui. Bien sûr qu'on a dissimulé, on le voit encore. Bien sûr qu'on dissimule. Parce que ça fait partie de la sécurité nationale. Comment pouvons-nous aller au-delà pour renforcer la confiance sociale? Les experts devraient définir les normes de recherche responsables. Déjà, c'est être plus démocratique, déjà. Première chose. Déjà, c'est partager. Hein? Le partage du savoir mène au partage culturel et au partage de la confiance qu'on a entre une société et son gouvernement. C'est le partage. Si un jour la direction des renseignements militaires en France nous dit « Ok, on a des dossiers OVNI, on les a toujours classifiés, mais cette fois-ci on va les déclassifier », je me dirais « Ok ». Je passerai, ok, pas besoin de passer par le GIPAN et puis toujours ces mêmes dossiers qu'ils ont depuis 20 ans. Je passerai par la DRM et là, je dirais c'est un effort démocratique entre ufologie société, sciences et société, et puis données gouvernementales et société. Voilà, tout simplement. Donc décider comment les pans seront étudiés et par qui soulève diverses questions d'éthique et de recherche qui méritent réflexion. Des chercheurs du CETI ont déjà commencé à évaluer les avantages et les inconvénients de la recherche. Des signes de vie intelligente dans l'univers. Ils ont tracé des moyens de recherche et de communiquer. Mais ils préviennent que nos préjugés culturels nous rendent probablement mal équipés pour répondre à de telles révélations. La prudence à l'égard des biais inhérents et la capacité à prendre en compte la complexité s'applique également aux méthodes informatiques travaillant avec de grandes quantités de données textuelles et linguistiques. Là encore, les sciences sociales ont un rôle à jouer. Oui. Les obstacles à l'apprentissage sont souvent de notre faute. Prenez les communautés de la défense et du renseignement. Historiquement, tous deux se sont uniquement préoccupés de savoir si les OVNI constituaient une menace pour la sécurité. Oui, ils étaient obsédés par la menace. Bon, ce qui paraît logique. En même temps, c'est leur rôle. Leur défaut est de présenter la question des phénomènes en termes de sécurité. Une vision que les médias renforcent souvent, militarisant ainsi la question. Ce faisant, ils classent littéralement la question hors du regard des autres décideurs politiques et des scientifiques civils, ainsi que du public sceptique. Toutefois, confier l'EAP au secteur privé ne garantit guère une plus grande transparence ou une plus grande conscience. Le phénomène OVNI s'est depuis longtemps transformé en une entreprise commerciale. Alors ça, on a vu. On va le voir. C'est depuis transformé en une entreprise commerciale, désormais médiatisée par les services de streaming, des podcasts, des médias sociaux, de la télévision par câble. Excusez-moi. Sa valeur de divertissement a incité Enigma Labs à promouvoir une application permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles de signaler des observations. Ça, on l'avait vu. Cela soulève des sérieuses préoccupations en matière de confidentialité quant à ce que cette entreprise énigmatique envisage de faire avec la grande quantité de données personnelles des utilisateurs qu'elle collecte. Un rapport RAND, donc la RAND Corporation, par exemple, a appelé à un moyen national de signaler les observations, mais équilibrer la confidentialité des observateurs et des observés. Oui, c'est vrai qu'on vante on vante des applications. Moi, j'aime bien, les gens qui disent toujours mais il y a une application pour ça, mais il y a l'utilisation des données personnelles. En plus, utilisation de données observationnelles. Si vous utilisez une application qui tente à s'intéresser à catégoriser des ovnis, vous avez les données personnelles, vous avez les données observationnelles, là où vous vous trouvez,
C'est traité par qui ça? Posez-vous la question, c'est traité par qui? Par qui? Pour qui? Alors, est-ce que cette société va donner les rapports? Mais c'est pas anonymisé tout ça. La personne qui va travailler pour la société de l'application va savoir où vous étiez, à quelle heure, qui vous êtes. C'est inquiétant. Voilà. Je dis c'est inquiétant. Mais équilibrer la confidentialité des observateurs et des observés, tout en rendant des données transparentes pour les chercheurs, pose des défis évidents. Bah oui, c'est un véritable défi. Comment, en fait, avec une application? Alors, vous allez prendre votre application, photographier quelque chose, mais vous n'allez pas pouvoir anonymiser la totalité des éléments. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la totalité des éléments pour établir un rapport. C'est exactement, en fait, quand vous vous rendez... moi, je me suis déjà rendu, en fait, sur des enquêtes. Et en fait, quand vous allez sur les enquêtes, bah, vous allez sur les lieux de la personne. Là où elle était quand elle a observé le phénomène. Mais vous rencontrez la personne, vous savez qui elle est, vous avez son nom, son prénom, son âge, son adresse, etc. Enfin, quand vous établissez un rapport, c'est confidentiel, vous ne devez pas le partager, vous le gardez, mais vous êtes obligé de demander à la personne qui elle est, etc., où elle était, et puis, qui plus est, si elle est chez elle, vous savez où elle habite. Bah oui, c'est ça, les enquêteurs, ils vont chez les gens, hein, comme je disais, c'est une démarche vers le citoyen, donc on va chez le citoyen. Donc on va là où il habite. Donc là c'est confidentiel, mais là une application c'est pas confidentiel en fin de compte. Et en plus on a besoin des données géographiques et géolocalisées. Donc ouais je veux bien l'application, ok, mais on va savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais, quoi que ce soit. Enfin, puis qui va traiter ces données? Donc, parler d'OVNI n'a jamais été uniquement une question d'OVNI. Les sciences sociales ne nous diront probablement pas si les pans proviennent d'un autre monde. Pourquoi pas? Et ils nous aideront cependant à explorer les et si à relever ce que nos actions d'aujourd'hui nous disent sur nous-mêmes. Alors, voilà pour ce long article. Donc, c'est tout à fait passionnant, tout à fait intéressant. Il faut un moment, effectivement, cet article a été écrit donc Greg et Christian Peters. Donc voilà, alors c'était pas Bill Nelson. Hein, néanmoins, ils interpellent. Donc la NASA à travers donc cet excellent article de Scientific American. Mais effectivement, les États-Unis ont un retard considérable, mais il va falloir réappréhender l'UAP. Je le disais récemment. Il faut réappréhender le phénomène du point de vue de la société, mais du point de vue scientifique. Mais pour déjà le réappréhender dans la société, il faut qu'il soit réappréhendé d'un point de vue scientifique, qui lui va avoir un impact sur la manière dont les médias vont traiter la question. En fait, vous savez, c'est un peu comme différentes strates. Ça commence par la science. La science dit OK, donc les médias vont dire OK, parce que la science a dit OK. Comme la science a dit OK, le politique il dit OK. Ensuite, tout en bas, il y a la société. En dessous, il y a la société. Et la société dit OK, parce que le média a dit OK. Donc, c'est des strates, en fait. Et pour que tout ça s'enchaîne, il faut au départ authentifier scientifiquement le fait. Il faut que le politique, pour ça, mette des moyens. Donc, il ne faut pas qu'il ait peur de mettre des moyens. Donc, il ne faut pas qu'il ait peur d'être discriminé. Et il faut que les médias fassent un travail aussi sur eux-mêmes. Là, ils ont un sacré boulot à faire sur l'existence du fait. Et ne plus le folkloriser. Ne plus le mettre dans le folklore en disant « Ok, c'est un fait scientifique. On va en parler dans nos journaux. » On en parle là, comme si on en parlait à la télé au journal de 20h. Aujourd'hui, on a détecté un phénomène aérien non conventionnel. Actuellement, les scientifiques sont en train d'étudier. Alors que là, s'ils en parlent à un journal ou dans une émission TV, ça va être pris sous l'angle de la rigolade. Encore, c'est encore quand même persistant, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, que les scientifiques font actuellement pour essayer d'un peu mieux divulguer, de donner une chose propre en fait sur la question. Quand vous allez sur un plateau télé, on rit encore. Hein. Les journalistes il leur manque en fait le neurone. Il leur manque le neurone. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein, mais il leur manque en fait le neurone nécessaire pour pouvoir appréhender quelque chose qui serait intéressant du point de vue scientifique.
Hein, il leur manque encore ce petit neurone. Quand lui sera là, quand il se greffera, là on aura véritablement sur le plateau des choses sérieuses, on pourra en parler sérieusement. On pourra en parler au journal de 20h, on pourra en parler dans la presse avec des articles qui ne mêlent pas petits hommes verts, X-Files et compagnie. Mais les journalistes, je ne suis pas, pessimiste dans le fait qu'il se greffe encore un neurone supplémentaire sur cette question. Voilà. Donc, allez, on va passer bien sûr à autre chose. Alors, on passe par rapidement. Alors, on va passer peut-être parce que cette news va être un peu longue. On va passer sur cette petite news de Dean Johnson qui nous dit dans un article très intéressant, enfin dans un post très intéressant sur X, qu'il a vu en fait il a vu tout simplement dans un article. Voilà, donc ça directement l'article sur la loi Schumer, le Schumer Round. Donc un drone IA pourrait entrer dans la définition du projet de loi de technologie d'origine inconnue selon les détails. Ça c'est sur la loi Schumer. Donc non-human life form, différentes vies. Donc on pourrait en fait tout simplement, apparemment, hein, d'après ce que nous dit en fait cet article dans l'amendement Schumer, que il pourrait avoir des modèles d'ingénierie, de machinerie, qui pourraient être liés à des technologies inconnues, mais qui pourraient être en fait définis comme un drone IA dans le cadre d'une technologie d'origine inconnue. Donc, c'est-à-dire que il n'y aurait plus de différence entre l'origine non humaine et un drone d'intelligence artificielle. Hein, donc, en fait, le drone d'intelligence artificielle rentre dans le projet de loi. Hein, ce qui est tout à fait intéressant parce que ça inclut l'attribut sensible, mais exige également qu'il s'agisse d'une forme de vie. C'est-à-dire que le drone IA serait enregistré comme une forme de vie dans l'amendement Schumer, ce qui est complètement étonnant. Mais quelque part, c'est pas dénué d'intérêt et puis c'est assez juste parce que si ce sont des drones IA mus par intelligence, donc d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est autonome. C'est de l'ordre du vivant, oui et non, mais c'est de l'ordre d'une machine qui est complètement autonome du point de vue de l'intelligence. Comme le pense le Dr Kirkpatrick, par rapport aux sphères. Les sphères, ça peut être des sphères intelligentes, parfaitement autonomes, et qui ont cette capacité de réflexion à l'échelon humain, ou enfin au-dessus, peu importe, mais du moins cette capacité de réflexion à l'échelon humain, et donc ça concernerait en fait un attribut sensible pour en fait qu'il s'agisse d'une sorte de forme de vie en fin de compte. Alors ça serait une vie artificielle, mais c'est une vie artificielle dans les termes. Hein, intelligence artificielle, vie artificielle, mais ça serait une forme de vie. Voilà, je voulais juste signaler ces textes provenant justement de l'amendement Schumer. C'est très intéressant, très important de voir cette perspective en fait, cette approche qui en fait rentre déjà dans l'idée que le phénomène est peut-être en fait des sortes de drones IA. Alors c'est complexe parce que le phénomène il est tellement multiple, il est tellement multiforme que c'est complexe, mais effectivement le fameux paquet de cibles du Dr Kirkpatrick ressemble justement à ce type de drone IA qui pourrait être caractérisé comme une forme de vie en fin de compte. Donc voilà, je voulais justement émettre cette réflexion. Si vous avez une idée sur la question, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Alors, on va continuer toujours avec l'UFO drama.
entre monsieur donc John Greenwald Jr., notre champion toute catégorie FOIA. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu, alors je vais vous mettre tout de suite l'image. Il y a eu en fait là, donc John Greenwald en fait qui s'est pris de bec avec The Hill. Et en fait, le journal The Hill, alors on a déjà parlé du journal The Hill, mais je pense qu'il s'en prend un petit peu à tout le monde, à The News Nation, etc. Parce qu'effectivement, lui, c'est un spécialiste en fait FOIA, et c'est un spécialiste aussi de la structure des renseignements. Hein, comment en fait ils agissent, comment ils répondent, etc. Et en matière aussi d'études taxinomiques concernant les lettres, il s'y connaît vraiment, il est champion, hein. Donc c'est son domaine, donc c'est un domaine qui le passionne. Et là, il répondait justement l'essentiel, puis je passe à autre chose, c'est le suivant. Votre message est totalement fallacieux. Il écrivait justement à Marik van der Bergkampf, donc par rapport à par rapport à l'article de The Hill et Bellenberger qui en fait avait déclaré sur The Hill qu'il y avait 30 lanceurs d'alerte. Sauf qu'il a dit que non, il n'y a pas d'enquête de fait. Enfin, il n'y a pas de véritable enquête de fait et on n'a rien sur ce que vous dites. Il n'y a rien qui est justifié. Et là, ça a mis en colère donc Marik van der Bergkampf. Et puis, il a répondu. Donc là, John Greenwald, il répond. Votre message est totalement fallacieux parce qu'en fait, il avait accusé en fait Monsieur Greenwald de mettre un peu de brouillard dans cette histoire. Vous avez tronqué mon article dans votre capture d'écran, vous l'adaptez à votre récit afin de pouvoir répondre à une chose qui énerverait les gens. Vous avez tronqué là où j'ai justifié ce que j'écris dans votre citation. Mais vous avez omis le fait que j'ai fait signe à la possibilité que l'inspecteur général mentait ou ait intelligemment rédigé sa lettre. Et enfin, vous n'avez pas la courtoisie d'offrir à vos lecteurs un lien vers mon article complet afin qu'ils puissent au moins voir par eux-mêmes. C'était injuste, non professionnel et totalement clair à 100% sur votre objectif et votre motivation. Donc là, il y a un drama qui est en train de se créer, Donc on verra ça, prochainement. Hein. C'est quand même assez inquiétant. Voilà donc pour cet aspect. Voilà. Donc, alors, on va aller bien sûr voir autre chose. Voilà, on va arrêter cette image. Et là, il reprend donc, il reprend tout de suite. Donc, il répond en fait à quelqu'un qui lui avait posé la question. J'apprécie votre question. Je suis heureux de répondre pour clarifier le repost. Donc, il essaie d'éclaircir en fait par rapport à ce qu'il avait dit. Je vous invite à consulter mes articles récents et mes vidéos précédents. Mais laissez-moi résumer de mieux que je peux. C'est difficile pour un Sicilien comme moi, d'où mon problème de brièveté. Mais voilà. Pensez-vous qu'il est probable qu'une enquête soit actuelle au cours au sein de l'inspecteur général? Absolument. Il n'a jamais nié en fait qu'il n'y avait pas d'enquête au l'inspecteur général. Ce qu'il accuse, John Greenwald, ce sont les gens comme Schellenberger, qu'on a vu, des gens aussi comme George Knapp, Jeremy Corbell. Il accuse tous ces gens, et même pas loin Ross Coulthard, de dire qu'en fait qu'il y a des enquêtes, de dire qu'il y a des lanceurs d'alerte, mais qu'on n'a rien. Et moi, je me demande si tout ce beau monde, là, aux États-Unis, sont pas en train un petit peu de gonfler la question. Parce qu'ils font des déclarations sur déclarations, entre des déclarations Twitter, des déclarations sur News Nation, des déclarations sur The Hill, mais il n'y a rien en fait. Ils disent tous qu'il y a des lanceurs d'alerte, ils disent tous qu'il y a des enquêtes de fait, mais John Greenwald, il n'a rien trouvé. Il pense qu'il y a une enquête, effectivement, l'inspecteur général, parce que ça paraît logique, mais personne ne le prouve, en fait. Et puis, qui plus est, Schellenberger n'apporte rien à ces déclarations. Là, comme on le voit dans cette vidéo,
Je l'avais d'ailleurs, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites, j'en ai parlé, les fameux 30 lanceurs d'alerte, il n'y a rien. Il nous dit qu'il est en contact avec des agents de renseignement, mais il n'y a rien. Il y a strictement rien. Et John Greenwald, il n'a rien trouvé. Donc, est-ce qu'on a le droit d'avoir des doutes? Bah, si vous n'apportez pas de preuves, on a le droit d'avoir des doutes. Effectivement, moi je suis désolé, mais vous avez par exemple une personnalité comme Jamie Foxx, donc qui réalise des documentaires donc sur les ovnis, etc., qui nous a parlé des grands cas, qui fait des documentaires qui sont pas trop mal. Et il avait écrit dans un tweet, oui, de toute façon, si vous ne divulguez pas, je menace directement de faire parler des lanceurs d'alerte. Et où ils sont ces lanceurs d'alerte? Il n'y en a pas. Il n'a aucun lanceur d'alerte à présenter. S'il avait eu un lanceur d'alerte, croyez-moi, ça ferait longtemps qu'il l'aurait présenté parce que ça aurait été un scoop pour lui. Bah oui, il aurait pu le présenter dans un documentaire ou même le présenter directement dans un entretien, comme l'a fait par exemple Ross Coulthard et David Grosh. Quand monsieur George Knapp et Jeremy Corbell nous parlent que oui, de toute façon, il y a plein d'enquêtes qui sont faites, comment ils peuvent savoir ça puisqu'ils n'ont même pas la seule documentation nécessaire? Oui, mais on m'a dit que. Ouais, mais non, mais ça, c'est facile. Alors, vous avez tout ce beau monde-là, et Schellenberger, j'ai commenté effectivement l'article, etc. Je trouve qu'il y avait 30 lanceurs d'alerte. Ok, j'ai pris l'article factuellement, ok, bah ouais, mais Greenwald, je trouve qu'il nous fait réfléchir sur la question. Il pense que certaines personnes mentent. Ou, si elles ne mentent pas, elles gonflent en fait. Elle tente à gonfler. Ou alors, j'ai une autre hypothèse. Les personnes sans contact avec Ross Coulthard et les grandes figures de l'ufologie, même aux États-Unis, sont en contact avec des agents du renseignement qui les manipulent. Qui leur téléphonent ou qui leur envoient des mails et puis qui leur racontent des histoires. Et puis que peut-être ces histoires sont rapportées par ces gens-là. Je me méfie. Je me méfie. De tout ce qui actuellement tout ce qui est dit sur The Hill et News Nation. Et il faut faire attention quand même avec les déclarations, les surdéclarations. Parce que ça va en fait finir les gens à l'usure. Et ça commence déjà, moi, à amuser. C'est-à-dire que là, ok, vous me dites qu'il y a ça, ok, moi je veux les voir, les 30 lanceurs d'alerte. Alors apparemment, comme je l'avais expliqué, certains auraient été voir l'inspecteur général, d'autres la Haro, etc. Ok, mais Greenwald, il n'a rien trouvé de ça. Il n'a rien trouvé. Il n'y a aucune documentation, aucune matière, il n'y a rien, c'est vide. On attend, voilà. Mais je tiens à préciser que il y en a quand même. Certains ont des intérêts commerciaux, des intérêts de notoriété, des intérêts personnels. Allez savoir, certains peut-être font de la déstabilisation ou de la désinformation, je ne sais pas. Mais tout ça, les déclarations là qui n'arrêtent pas depuis David Grosh, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup en fait pour peu de choses en fin de compte. Alors on va me dire oui mais faut attendre. Ouais mais si en 2024 vous n'avez rien, bah, vous aurez l'air marron. Il faut peut-être un petit peu se réveiller avant. Et puis il faut arrêter d'être crédule sur ce que dit un média ou ce que déclare un journaliste. Hein. C'est pas parce que moi Ross Coulthard me dit oui mais moi il y a plein d'agents de renseignement qui m'ont dit que moi Ross Coulthard je suis désolé, tout gentil qu'il est, il m'a rien apporté. Hein. La seule chose qu'il a apporté c'est les déclarations de David Grosh. Hein. Donc pour l'instant il est un peu starifié. Hein, c'est en fait ce que je reproche, alors ça c'est la version américaine, c'est l'espèce de starification des personnes pour parler du sujet, mais aussi pour la notoriété et puis des intérêts aussi. Voilà. Donc voilà donc ce qu'on peut dire là-dessus. Donc en fait là il s'est exprimé, il s'exprime en fait tout simplement clairement là-dessus, mais John Greenwald de The Vault avait tout simplement déclaré que effectivement il y a beaucoup de choses qui sont dites là, mais qui pour l'instant n'ont pas de matière, si vous voulez, hein, de matière concrète.
Euh, Parce que déclaration sur déclaration, bon, moi je veux bien, hein, je veux bien, ok. Pour l'instant, les seules déclarations véritablement officielles, c'est celles de David Grosh, Ryan Graves et David Fravor. Et mais bon, on avait aussi bon le documentaire Encounter avec les déclarations là de l'officier là, donc à propos du Gumball. Donc bon voilà, pour l'instant on a plein de déclarations, mais il y a pas grand chose. Et puis en plus en matière de documentation, on a pour ainsi dire rien. Donc voilà. Donc je voudrais justement mettre l'accent là-dessus parce que je pense qu'il y en a qui cherchent le buzz. Honnête, malhonnêtement, je sais pas, mais il y en a qui cherchent le buzz. Mais je sais que c'est typiquement américain. Si vous vous intéressez à l'ufologie américaine, bon voilà, hein, c'est un peu ça. Hein, c'est faire le buzz et puis toujours alimenter, alimenter, alimenter pour qu'en fait le retour soit constant. Hein. C'est une technique, hein, une technique donc dans le domaine de l'information. Donc faut faire attention avec ça. Je voulais juste voilà mettre mon mon avis là-dessus sur le côté un peu manipulation, buzz et tout. Je préfère encore l'article de Liberation Times qui au moins apporte quand même des éléments que à chaque fois The Hill et News Nation nous apportent beaucoup beaucoup de choses, de gens qui disent plein de trucs, mais bon, c'est sympa, c'est ok, c'est impressionnant, c'est vrai ce qu'a dit Schellenberger. Mais moi, Schellenberger, il a rien donné de concret là, sur ce qu'il dit. Donc, ok, bon, on attend. Donc, c'est pour ça que Grimwald, justement, montait au créneau. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été critiqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, alors, autre info, le président de McCarthy a été évincé lors d'un vote historique à la Chambre, alors que la ruée pour un leader républicain commence. Alors là, oui, c'est le changement donc de président. Pourquoi? Bah là, il a été à la base c'est Gates et Tim Burchett qui sont quand même à la base de ça. Alors Kevin McCarthy, c'est lui qui avait été accusé de faire de la rétention, faire du blocage en fait sur la divulgation, qui mettait des freins en fait, qui pouvait mettre des freins aux amendements, qui pouvait mettre en fait son influence pour l'application d'une loi sur la divulgation, etc. Et qui avait tendance à faire des blocages. Donc ils ont réussi à contourner tout ça donc à la Chambre des représentants et il a été démis de ses fonctions. Donc c'est quand même assez puissant et je crois que ça s'est pas fait dans toute l'histoire des États-Unis. Je ne sais plus. Je crois que ça s'est fait qu'une seule fois dans l'histoire des États-Unis. Donc le président Kevin McCarthy a été démis de ses fonctions mardi dernier. Lors d'une confrontation extraordinaire, une première. Ah non, bah c'est une première dans l'histoire des États-Unis, contrainte par un contingent de conservateurs d'extrême droite, en plongeant la Chambre et ses dirigeants républicains dans le chaos. C'est la fin de la ligne politique pour McCarthy, qui a répété à plusieurs reprises qu'il n'abandonnait jamais, mais s'est retrouvé sans pratiquement aucune option. Ni les républicains de droite qui ont organisé son éviction, ni les démocrates qui se sont accumulés ne semblent ouverts à la négociation. McCarthy a déclaré aux législateurs dans la soirée qu'il ne se représenterait plus à la présidence, mettant ainsi le marteau en jeu. Donc la prochaine étape sont très incertaines, son successeur évident pour diriger la majorité républicaine de la Chambre. L'action est suspendue à la Chambre jusqu'à la semaine prochaine, lorsque les républicains tenteront d'élire un nouveau président. J'ai peut-être perdu ce vote aujourd'hui, dit-il, mais en sortant de cette salle, je me sens chanceux d'avoir servi à déclarer McCarthy lors d'une conférence de la presse au Capitole. Alternant entre une évaluation optimiste de sa présidence et un règlement de compte en colère de ceux qui l'ont fait. Donc, le principal rival de McCarthy est le représentant Matt Gaetz. Alors, si vous en rappelez, c'est ce fameux représentant qui était au Congrès lors de l'audition de David Grosh. Et c'est lui d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on va avoir le fameux rapport à la Haro concernant l'interception d'un F-22 sur un phénomène aérien non conventionnel, et ce F-22 a eu des problèmes avec ses capteurs. Donc on va avoir un rapport apparemment anonymisé grâce à lui, puisque lui, il a une accréditation spécifique défense qui lui permet en fait d'avoir accès à certains rapports. Donc voilà.
Donc le rare vote sur l'obscure notion d'annulation et s'est rapidement lancé dans un appel nominal dramatique dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que de ça? Alors c'est un événement dans l'histoire américaine, dans l'histoire de la politique américaine, etc. C'est un gros événement, puisque c'est une première. Mais il avait quand même, McCarthy avait été quand même attaqué de plein fouet, je le répète, vis-à-vis de son positionnement concernant cette affaire de divulgation, cette affaire d'amendement, etc. Il n'était pas pour. Il était plutôt pro-sécurité nationale, alors que ceux qui se sont opposés à lui étaient pro-divulgation. Donc, ils ont réussi à le démettre de ses fonctions et ils veulent mettre quelqu'un en place qui est plutôt pro-divulgation. Ce qui va favoriser l'application de lois, la discussion sur ce sujet des phénomènes, etc., etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire pour cette petite info, enfin grosse info, qui n'est pas des moindres dans l'histoire américaine. Mais c'est à noter, peut-être qu'il y aura effectivement une évolution sur ce point. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire enfin? Alors, le crash d'OVNI, le canular de crash d'OVNI à Trinity. Intéressant aussi. Alors, on reviendra prochainement sur ce crash d'OVNI, ce crash d'OVNI à Trinity, parce que je voulais faire. En fait, il y a trop d'éléments de la part de Douglas J. Johnson. Il y a une réponse là, ici, de Jacques Vallée à Douglas J. Johnson. Il y a un autre article concernant ce crash de Trinity. Ça concerne en fait le livre du crash de Tennessee par par Paola Harris et Jacques Vallée. Donc il faudra revoir ça ensemble. Alors je veux pas juste, c'est rapide, c'est des articles de Douglas Johnson, ils sont vraiment à lire. Je vous donne juste cette info, mais on va revenir sur un spécial crash de Trinity parce qu'il y a trop de choses à dire. Et je pense que je vais faire une UAP News spéciale Trinity, tellement qu'il y a des choses à dire, parce que c'est très important, pour la bonne et simple raison que Jacques Vallée s'est peut-être fait berner. Et il semble, en tout cas, on est plusieurs à penser qu'il s'est fait berner. Donc, ce qui est d'ailleurs assez triste pour un tel chercheur, mais c'est pas parce qu'on est un grand chercheur qu'on peut pas être naïf, qu'on aussi on peut se faire en fait avoir par gentillesse. Donc c'est peut-être moi, je pense plutôt à ça. Jacques Vallée n'est pas quelqu'un de malhonnête, mais c'est plutôt quelqu'un peut-être qui est trop gentil, trop naïf, et puis peut-être qu'il s'est fait berner, sachant qu'il revient un petit peu sur ses déclarations, certaines en fait points de son livre, dans une réponse qu'il a faite à Doug Johnson. On verra ça ensemble. Voilà donc pour cette UAP News, alors qui était un petit peu longue, désolé, 1h21, parce qu'il a fallu lire des articles. Mais on reviendra bien sûr sur d'autres news. Et puis je ferai une deuxième concernant le crash de Trinity. Et puis bien sûr, on reviendra bien sûr sur aussi Black Vault et le DOD amplifient une fois le secret sur les ovnis des exemptions supplémentaires en réponse à l'allégation des forces de l'ordre. Alors donc on verra aussi là-dessus. Il y a encore plein de choses à dire sur pas mal de news. Vous avez vu, j'avais préparé vraiment d'autres choses, mais là nous sommes à 1h21 d'enregistrement, donc ça fait trop long pour faire une news. Mais on va revenir bien sûr sur ces autres news et puis j'en rajouterai d'autres derrière parce que j'en avais encore. J'ai un article aussi sur la position encore de l'Église vis-à-vis du phénomène. Décidément, en ce moment, il y en a pas mal, donc on a pas mal de choses à dire. Voilà. Allez, et je vous dis donc à bientôt. Ciao, bye.